Cédric Benoît, bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors vous nous faites tout d'abord un portrait de Cédric Benoît. Un petit portrait de Cédric Benoît, donc président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous êtes céréalier betteravier, vous avez 160 hectares à Jouy en Pithiviers. Vous avez 46 ans depuis quelques jours et vous ne les faites pas. La première question que je voulais vous poser, c'est d'abord la vocation d'agriculteur. Vous l'avez eue quand? Est-ce que c'est une vocation d'ailleurs? Est-ce qu'on peut parler de vocation? Comment ça vous est venu? Vous êtes réveillé un matin en disant tiens, je vais faire ça? Non, pas du tout. Enfin, je fais partie de ces fils d'agriculteurs qui, à 7-8 ans, étaient déjà sur le siège du tracteur, en toute autonomie, quoi. Au mépris de la loi, je dirais, de la réglementation. Puisque, on va pas trop le dire. Voilà. Ouais, et puis voilà, et puis on se dit un jour ou l'autre, ce sera ça et rien d'autre, ouais. Quoi, voilà. Quoi. C'était à une époque aussi où les perspectives étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. On va en parler après, hein, mais... Quand vous avez démarré, les feux étaient au vert. Ah non, les feux étaient au rouge. Non, je me suis installé en 95, donc PAC post-92. On était déjà un peu dans le bazar des primes PAC, des baisses de prix, etc. Donc j'ai pas connu l'agriculture des 30 glorieuses où on avait des prix garantis, peu de fluctuations de marché, peu de risques climatiques et une réglementation coercitive comme elle l'est aujourd'hui. Alors c'était pour vous une évidence de reprendre derrière votre père ou il y a une réelle vocation? Oui, c'était une évidence, c'est une passion. Je pense qu'avant tout, le métier d'agriculteur, on le vit par passion. C'est pour ça que des fois, la passion occulte un peu l'économique. Et puis qu'on a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui se retrouvent au bout du rouleau parce qu'on le vit tellement au jour le jour, c'est comme un mode de vie, je dirais. Et on occulte un peu les mauvais points. Et là, les mauvais points, ils explosent tellement que voilà, on se retrouve face à la réalité. Avant de rentrer... Vous vous retrouvez également devant les grilles de la DRAF à la cité Coligny. C'était mercredi dernier, 500 agriculteurs qui sont venus déverser leur colère, des pommes de terre et du fumier. Pour quelles raisons précisément, Cédric Benoît? Alors, il faut savoir que cela fait 3 années qu'on est en crise successive, quelles que soient les filières. Donc on avait déjà des difficultés. Au mois d'avril, on avait chiffré à peu près à 15% d'exploitation en difficulté au niveau du Loiret. C'est-à-dire en grande difficulté où on ne savait pas s'ils allaient pouvoir passer le cap 2016. Et puis est venu tous ces incidents climatiques, mai-juin, où un cataclysme s'est abattu sur la ferme Loiret, avec l'équivalent d'une moitié de pluviométrie annuelle, voilà. Donc ce qui a engendré des problèmes de rayonnement, enfin tout le monde l'a bien vu, on n'a pas eu de chaleur, on a eu un excès d'eau, déficit de rayonnement, et on a alors ce qu'on appelle des fleurs qui ont coulé, hein, tout le blé, l'orge, tout ça, c'est une floraison, et ce qui a engendré un problème de fertilité et des rendements à 60% d'une année normale, enfin, avec une perte de rendement de 60%. Alors ça c'était les aléas climatiques, mais vous n'êtes pas venu manifester contre le climat. Non, alors justement on a une perte de rendement qui est exceptionnelle, on a aussi une perte qualitative, contrairement à 76 où la sécheresse avait engendré quand même des grains de belle qualité. On avait un marché qui tirait puisqu'on était en marché clos à l'époque, et donc on avait des prix, je dirais, qui avaient un peu compensé la perte, mais c'était pas à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, on a des courbes bas, on a une mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on a des lots de blé aujourd'hui, on ne sait pas où on pourra les mettre. Je veux dire, ça ne pourra même pas partir en alimentation animale pour certains. Plus un volume qui n'est pas là. Et puis des exploitations qui n'ont plus aucune résilience économique suite à 3 années de vaches maigres. Le directeur de la DRAF, on va expliquer ce que c'est, hein, cet acronyme un peu bizarre, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc à la cité Coligny à Orléans. Le directeur de la DRAF, courageusement, est quand même descendu vous parler. Il n'a pas eu peur de prendre des patates dans la figure, parce qu'on a lancé des patates, puis de l'autre côté, la police a lancé des fumigènes aussi, enfin des gaz lacrymogènes. Mais le directeur de la DRAF est venu vous parler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors en fait, où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, même en tant que propriétaire, on doit payer ce qu'on appelle une TFNB, une taxe sur le foncier non bâti. Voilà. C'est une taxe sur les champs, voilà, c'est à la parcelle, c'est suivant les communes, vous avez tant d'hectares, vous payez X euros. Voilà. C'est ce qui a remplacé autrefois ce qu'on appelait la taxe professionnelle. Je sais pas, j'ai pas assez l'historique, je vous remercie de me l'apprendre. Voilà. Alors, mais il est dit dans les textes que cette TFNB, évidemment, s'il y a une calamité, si les agriculteurs font face à une calamité, auront droit à un dégrèvement, c'est écrit dans les textes, hein, dans le code rural, de cette TFNB, qui sera proportionnelle à la perte engendrée.
Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le taux de perte. Vous demandez combien, vous? Nous, on demandait 70% pour toute la région. Voilà. On aurait bien voulu 100% parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va voir les exploitants, quand on discute avec les centres de compta, de toute manière, il va falloir actionner tous les leviers. Parce que, il faut comprendre quand même que la perte, aujourd'hui, elle est en moyenne de 100-120 000 euros par exploitation. C'est-à-dire qu'un exploitant, il est en déficit de trésor de 120 000 euros rien que pour cette année, et en plus de ses découvertes précédentes suite aux 3 dernières années. Voilà. Donc les caisses sont vides si on veut faire... elles sont plus que vides, elles sont vraiment... Là, on voit des agris qui repoussent de court terme en court terme, de découvert en découvert. Est-ce qu'on peut partir de votre situation personnelle, Cédric Benoît? Pourquoi pas? Alors, effectivement, moi quand je fais les comptes au jour d'aujourd'hui, il me manque 110 000 euros. J'ai la chance d'avoir une épouse qui travaille, je suis en couple et mon épouse travaille, ce qui change totalement la donne en dehors de l'exploitation. Je fais partie des nombreux agriculteurs qui sont mariés à une fonctionnaire, vous voyez. Heureusement, finalement, ça vous permet d'avoir un niveau de vie. Voilà, le changement. Ce qui n'est pas le cas de tous les agriculteurs, beaucoup sont célibataires. Je dirais surtout en système d'élevage. Il ne faut pas non plus tomber dans les images, le bonheur est dans le pré, ça m'agace un peu, sincèrement. Mais comment dire, la différence par rapport à une époque de mon grand-père par exemple, ou même de mon père, c'est qu'on était agriculteur et madame était au foyer, voilà. C'était le modèle sociologique de l'époque, quoi, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peut-être moins en région d'élevage, parce que justement il y a encore le travail est partagé. Au jour d'aujourd'hui, sur une exploitation comme la mienne, qui a pu élever mon grand-père, avait donc madame qui était au foyer, il a élevé 4 enfants. Au jour d'aujourd'hui, ce modèle-là n'est plus possible. Voilà. Vous ne vivez pas de votre travail, vous, aujourd'hui? J'arrive à vivre, mais plus pour faire vivre une famille complète. Voilà. Et aujourd'hui, pour bon nombre d'exploitants, heureusement que le salaire de madame est là pour faire tampon sur la vie de famille. Et vous diriez qu'aujourd'hui, cette taxe, c'est la goutte d'eau? Voilà. Alors, où on s'est un peu, je dirais, étripé, c'est qu'il y a l'aspect quantitatif et je vous ai dit l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que par exemple, dans notre région, on fait du blé dur pour de la semoule. Voilà. Ça part chez tous les fabricants de pâtes, de semoule, ça part sur le Maghreb et tout, parce qu'ils sont friands de cette céréale. Aujourd'hui, on a semé du blé dur, je n'ai pas récolté de blé dur. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà du rendement, ce que j'ai mis en terre ne pourra pas servir à faire des pâtes, à faire de la semoule et des choses comme ça. Pas poussé? Parce que le grain est tellement rachétique, il est tellement mauvais, enfin je veux dire, il n'y a que l'écorce, il n'y a rien, c'est inimaginable. Moi je ne m'imaginais pas dans ma tête d'agriculteur pouvoir récolter une telle qualité un jour. Voilà. Donc au lieu d'être payé par exemple comme il l'a été l'an dernier 250-280 € tonne, on ne sait même pas, certaines coopératives disent on ne sait même pas si on pourra le vendre. Voilà. On peut faire un peu le panorama filière par filière. Est-ce que les auditeurs et les Français se disent mais il y a bien peut-être des filières qui vont mieux que d'autres, la viticulture ou autre. Est-ce qu'on peut faire un peu le panorama de celles qui souffrent le plus et celles qui s'en sortiraient le moins mal, pour le dire Alors, je vais être de manière réaliste? Je vais commencer par celle qui va s'en sortir le moins mal. Ouais. Aujourd'hui, on a une filière avicole qui, je pense, a de belles perspectives. Voilà. Les perspectives en viande blanche, on sait que la consommation en viande blanche, que ce soit en France, en Asie, on a quand même une croissance, on a des perspectives de croissance sur ces marchés. Voilà. Ensuite, filière... Avicole, c'est les poules, voilà, les dindes, etc. Voilà. Ensuite, viande rouge, on sait que c'est une viande, je dirais, entre guillemets, relativement chère. Où on a des fois des problèmes entre filières. Pour être clair, aujourd'hui de la viande rouge c'est à 60% steak haché. Voilà. Donc on a des fois des filières qui se télescopent un peu et qui gagneraient à s'organiser, notamment entre les vaches de réforme laitière et viande bovine, et il y a tout un travail qui est fait en ce moment, justement par la Fédération nationale bovine, pour sortir les agris qui sont producteurs de viande bovine pure, je dirais, un peu de ce goulot d'étranglement, et que les supermarchés arrivent à valoriser la vraie viande qui est destinée, les vraies races bovines qui sont destinées à la viande. Voilà. Ensuite, en filière laitière, je crois que ça fait 3 ans de sacerdoce. Le point commun, je dirais, avec les filières céréalières, c'est qu'on a libéralisé les marchés et qu'on n'a pas anticipé au niveau des États, enfin de l'Europe, on n'a pas donné les moyens au jour d'aujourd'hui
aux exploitants, qu'ils soient laitiers ou céréaliers, pour faire face à tous ces aléas, alors qui sont surtout économiques. Hein. Quand vous avez un litre de lait qui passe, les 1000 litres qui passent de 400 à 260, et que le coût de revient est à 350, eh ben, il y a un moment donné, quand vous perdez 90 € des 1000 litres, et puis que vous faites 500 000 litres de lait sur une exploitation moyenne dans le Loiret, ben, vous calculez la perte depuis 2 ans. Donc là, la faute à qui? À l'Europe, à la politique agricole commune, à la grande distribution? Alors, c'est la dérégulation alors, je dirais, des prix. Oui, il y a une dérégulation des prix. Sur le produit laitier, par exemple, on est quand même en prise directe avec la valeur ajoutée. On l'a vu avec Lactalis. Sur les produits céréaliers, on est plus sur un marché de masse. La valeur ajoutée est plus difficile à reprendre. On est vraiment sur un marché mondial. Je vais dire, c'est Chicago qui fait bouger le marché à terme de Paris, etc., etc. Sur les laitiers, il y a ça aussi, mais il y a quand même un problème de descente de la valeur ajoutée jusqu'aux producteurs. Voilà. Et je pense qu'il y a un travail à faire de partenariat entre grandes surfaces, je dirais les transformateurs et les éleveurs pour qu'au moins il y ait une partie de cette valeur ajoutée qui descende sur les exploitants. Alors justement, c'est intéressant de parler des consommateurs parce qu'ils ont quelque chose à voir, nous avons quelque chose à voir là-dedans, c'est-à-dire ce que les gens savent, mais en même temps on ne le fait pas toujours, parce que quand on est dans le supermarché, on est comme tout le monde, on cherche un peu le prix le moins cher, mais néanmoins il y a quelques petites choses qu'on pourrait mettre en place, que les consommateurs pourraient mettre en place pour changer un peu leurs habitudes, sinon alimentaires, au moins de mode de vie, pour pas forcément aller chercher le moins cher du moins cher, mais quelque chose qui favoriserait l'agroalimentaire local. Alors je dirais que vous avez mis le point là où ça fait mal, c'est qu'on a souvent des bonnes paroles en tant que consommateur. Oui. Et puis quand on fait ses courses, on est tous pareils. Ah mais je fais mon mea culpa, et Sophie Deschamps pourrait le faire aussi. Hein, voilà. Parfois on se dit, allez tiens, on va aller faire un petit peu de circuit court avec le producteur bio local, et puis oui, qu'il soit bio. Puis à la fin du mois, on va chez Lidl ou chez Leader Price, parce que zut quoi. Et je pense qu'on a on aura surtout plusieurs modèles. Je crois qu'il ne faut pas sectoriser. Il y aura peut-être qu'il y a des jours où on pourra se faire plaisir, à acheter peut-être une alimentation qui sera un peu plus élevée en termes de coût, où on se fera peut-être un peu plus plaisir en termes de goût. Et puis des fois, évidemment, il faut faire bouillir la marmite. On a un budget en diminution au niveau des ménages. Et puis il faut dire une chose, c'est que le budget alimentaire n'est plus la priorité de nos concitoyens au jour d'aujourd'hui. C'est pas ce qui prend le plus de place dans les budgets, effectivement. Au contraire, ça a tendance à baisser de plus en plus. Donc voilà, aujourd'hui, si le budget alimentaire c'était 40 à 50% à une époque, je crois qu'aujourd'hui c'est 15 à 16%. Oui, et 40 à 50%, c'est le logement. Voilà. Alors ensuite, on est plus, et moi je le vois avec mes enfants, c'est ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est le dernier smartphone à la mode, c'est voilà, etc. C'est la voiture, c'est tout ça. Il y a quand même aujourd'hui une préoccupation autour de l'assiette où les Français veulent manger sain. Et sain. Oui, alors, moi, beau, bon et bio. Voilà, oui. Alors, c'est les formules. Hein. Oui, je pense qu'il faut faire attention, moi, sur la définition de ce qui est sain. Voilà. C'est quoi pour vous un aliment sain ? Un aliment sain, c'est déjà un aliment sanitairement qui a été conservé, je vais dire, dans des bonnes conditions. Ça, c'est très rare. C'est la fraîcheur, c'est tout ça. On a vu dans une émission cette semaine de Cache Investigation, pour pas la nommer, cette histoire de jambon il faut qu'il soit rose, hein, sinon il a la couleur d'un rôti de porc, ce qui n'est pas forcément une mauvaise couleur, parce que le rôti de porc c'est très bon aussi, mais on y met du nitrate de sodium. Non, du sel de nitrite. Sel de nitrite. Alors je pense que Cache Investigation n'est pas le bréviaire, n'est pas non plus exhaustif au niveau de l'alimentation. C'est probable. Ceci dit, je pense qu'on a un gros défaut en tant que consommateur, c'est qu'on achète déjà avec les yeux. Voilà. Mais comment faire autrement ? Non, mais pour les consommateurs, un beau produit est par essence un bon produit, alors que ce n'est pas le cas. Moi, je produis des pommes de terre. C'est l'agroalimentaire et les supermarchés qui nous ont aussi habitués à ça et la publicité. C'est vrai qu'il y a l'effet distribution. Et aujourd'hui, un des premiers critères d'achat, on parle souvent du goût, et tout ça, ça n'a pas de goût, etc. Le premier critère d'achat aujourd'hui, un produit basique comme la pomme de terre qu'on produit ici dans le Loiret, en Eure-et-Loire, le critère d'achat numéro 1, c'est l'aspect visuel. C'est pas le critère à goût. Oui. Faut pas qu'il y ait de terre dessus. Alors les terres. Faut qu'elles soient uniformes. Voilà. Alors ça fait partie de l'évolution sociologique. Avant, vous alliez acheter votre sac de pommes de terre chez l'agriculteur du coin, dans le Gâtinais. C'était la région à pommes de terre du Loiret. Voilà. Et comme c'est des terres argilo-calcaires, il y a toujours un petit peu de terre qui colle à la pomme de terre. Vous rentrez chez vous, vous posez votre sac. Le sac est c'est un petit filet. Paf, vous avez de la terre par terre. Mince, c'est embêtant, il faut laver, etc. Depuis, on lave les pommes de terre. Résultat, ça se conserve un peu moins bien. Ah oui, on lave la pomme de terre. Qu'est-ce qui se passe ? À tous les défauts de peau, alors je vais vous donner des noms barbares, de la darthrose, de la gale argentée. Oui, la gale, oui. Voilà, qui sont des maladies, je dirais, entre guillemets, naturelles, voilà.
mais qui n'affectent aucunement c'est des petits points sur les pommes de terre. C'est des petits points, des choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, pas grave. Non, c'est pas grave. On l'épluche. Mais n'empêche que ça part en déchets. Ouais. Ce qu'on a amené à la cité Coligny, c'est exactement ça. Ce n'est pas commercialisable, simplement il y avait des petites tâches. Alors justement, ça, les discussions, elles en sont où? On sait qu'il y a une réunion des ministres européens à Chambord il n'y a pas longtemps. On en parlera dans la dernière partie, mais cela dit, sur cette histoire d'agroalimentaire et de filière courte, il y a une solution ou bien Non. Pour les auditeurs qui nous écoutent là, c'est... On ne pourra pas tout passer en filière courte, il faut être lucide. Aujourd'hui, on a ici en Loiret ou en région centre, on a des citadins. On a une majorité de citadins au jour d'aujourd'hui. Et vous croyez qu'ils ne pourraient pas aller se servir au marché le samedi matin? Les gens qui habitent à Orléans, ils pourraient aller à un producteur qui est à 15 ou 20 km. Je ne suis pas certain que tous les gens puissent revenir au marché. Il y a aussi un mode de fonctionnement, je veux dire, le temps passé à faire la cuisine. Il baisse dramatiquement. Oui, aussi. Et donc, les gens s'y remettent quand même. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a quand même. Globalement, c'est vrai. Globalement, aujourd'hui, vous n'achetez plus des carottes, vous ne les épluchez plus, vous achetez la petite barquette directement, assaisonner, éplucher. Petite barquette de pot-au-feu là. Voilà, tout à fait. Mais à contrario, vous avez le succès des paniers bio. Oui, mais eux ont une croissance qui peut... On en parle beaucoup au niveau médiatique, je veux dire, ils ont le mérite d'exister, mais je veux dire, c'est 1% du marché aujourd'hui, il ne faut pas rêver non plus. Je pense que les gens ont pris l'habitude d'aller au supermarché, certes on pourra peut-être revenir, certains en viendront, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pourra se faire plaisir le samedi matin, d'aller au marché, le dimanche, mais les gens n'auront plus le temps, ou ne prennent plus le temps de faire la cuisine à l'ancienne comme on l'a fait à une époque. Faut pas se morfondre là-dessus. Donc c'est sur les grandes et moyennes surfaces qu'il faut mettre l'accent alors. C'est eux qu'il faut harceler pour qu'ils prennent en compte ces histoires de filières courtes, de marge, de pourcentage, etc. En gros, je vais dire les choses franchement, c'est sur eux qu'il faut taper ou pas? C'est pas taper. Moi, je trouve que, je vais dire, dans une société civilisée, quand on en est réduit à se dire il faut taper, c'est un peu grave. Moi, je pense qu'on devrait un kilo de pommes de terre à 79 centimes chez Lidl, pour ne pas le nommer, c'est pas normal. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui est perdant là-dedans, c'est bien l'agriculteur. De toute manière, sur un produit fini, tout produit confondu, au jour d'aujourd'hui, quand vous avez 100 € dans le caddie de produits alimentaires, il y a 7 € qui reviennent au producteur. C'est scandaleux. Voilà. Donc, c'est une évolution de la société. Je pense que peut-être on a réussi. Un des points positifs de l'agriculture, c'est d'avoir réussi à devenir autonome au niveau alimentaire, au niveau français. Par contre, autosuffisant. Par contre, ce qu'on a oublié, c'est la captation de la valeur ajoutée dans la distribution. Et ça, s'il y a un échec qu'on peut aborder, c'est bien celui-là. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire entendre de la grande distribution, justement, Cédric Benoît, puisque c'est quand même vous qui fournissez les produits de base, que ce soit la viande, les légumes ou le lait? Alors aujourd'hui, par exemple, Lactalis, vous avez un géant comme Lactalis. Vous avez 60 organisations de producteurs qui sont face à Lactalis. Quand vous ne massifiez pas votre façon de revendiquer, évidemment, vous êtes un peu en position de faiblesse. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus que 3-4 groupes de grande distribution, et face à cela, on est faible. C'est évident. On est face à des monopoles. On est face à des monopoles, c'est une évidence. Voilà. Il faut bien penser aussi que la grande distribution a été l'outil de tous les gouvernements pour ne pas que l'inflation au niveau alimentaire puisse exister. Je crois qu'il faut le rappeler quand même. C'est aussi un point crucial où tous les gouvernements, toutes tendances politiques confondues, ont quand même une responsabilité. Alors justement, on va peut-être passer au modèle agricole de demain, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions. On nous parle de la ferme des 1000 vaches. À côté, on nous dit qu'il faut augmenter les productions en bio. Vous en pensez quoi? Ce sera quoi l'agriculteur de demain? Moi, je ne suis pas certain qu'il existe un modèle. Et ça m'embête un peu de parler de modèle. J'aime pas mettre les gens dans les cases, et je pense que demain on pourra toujours avoir, et j'en ai dans mon secteur, pourtant secteur Autarville, tout le monde pense qu'il y a du blé, mais il n'y a pas que. J'ai des producteurs qui font des oignons, des pommes de terre, qui livrent à Rungis, voilà. On pourra avoir, sur une même exploitation, on pourra avoir, je dirais, 2-3 modèles, quoi. On pourra avoir j'ai des exploitations de grande culture aujourd'hui qui font de la vente directe. À côté, ils font de la céréale en complément, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de modèle unique, et je pense que parler de modèle est une erreur, à mon sens. Il y a aussi une chose dont on parle souvent, c'est l'Europe, la PAC, etc. Le 2 septembre dernier, à Chambord,
Alors il y a eu une petite polémique sur le choix du lieu, hein, mais on ne va pas revenir là-dessus. Certains disent que c'est le château de la Renaissance, alors j'espère toujours. Oui, alors c'est le château de la Renaissance dans lequel, rappelons pour ceux qui nous écoutent, les ministres européens de l'agriculture, à l'invitation de Stéphane Le Foll, hein, le nôtre, ici en France, Cocorico, ont tenu pendant un jour et demi une réunion pour évoquer la PAC après le Brexit, parce que ça pose quand même des questions, il y a 7 milliards d'euros qui ne vont pas rentrer dans les caisses de l'Angleterre, enfin comment était-il distribué, etc. C'est autre chose. Mais quel avenir pour la PAC après la sortie de la Grande-Bretagne, et puis quel avenir tout court pour cette agriculture européenne qui est extrêmement hétérogène, puisqu'il y a des pays qui pratiquent des tarifs de plus bas que d'autres sur l'emploi, etc. On sait qu'on a vu des scandales incroyables avec des transformations de viande en Allemagne qui reviennent en France pour être mis en paquet avec le porc breton, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réunion des ministres européens? Est-ce que ça vous inspire confiance? Parce qu'il n'en est pas ressorti finalement grand-chose d'autre que de dire le débat est commencé, le débat est ouvert. Enfin, quand on a dit ça, on a tout dit, puis il n'y a rien dit. Moi, je pense qu'on est au bout du bout de la PAC telle qu'elle a été pensée au début de l'existence de l'Union européenne. Voilà. La difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'au départ, on était 6. Aujourd'hui, on est, voilà, on est enfin bientôt 27. Avoir un projet commun quand vous êtes 27 autour de la table avec des différences de compétitivité, des différences sociales. Vous parlez de l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez la Bavière avec des exploitations de 40 ou 50 hectares et des gens qui sont plus réactifs. Et puis vous avez les ex-Länder de l'Allemagne de l'Est où vous avez 10, 15, 20 000 hectares, voilà, qui sont des héritages de l'agriculture post-soviétique. Voilà. Et définir un projet commun à 27, la tâche va être rude. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous avez des idées, vous? Parce que vous êtes sur le concret du terrain, donc vous avez quand même... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être clair au jour d'aujourd'hui, c'est comment fait-on pour préserver les exploitations face à plusieurs défis. On a un défi climatique, on s'en a aperçu. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a vécu au mois de mai-juin, même statistiquement, ça ne se passe pas une fois tous les 200 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'on met en place des mécanismes mécanismes assurantiels. Des mécanismes assurantiels. Ça veut dire qu'il va falloir à des exploitants agricoles qui sont déjà submergés par ce qu'ils doivent payer, plus les normes, les contrôles, etc. On va rajouter une assurance à payer. Alors ensuite, tout dépend du montant, tout dépend de ce qu'on y met dedans. Voilà. S'il n'y a plus rien. Mais il faut quand même identifier les enjeux et les conséquences que ça peut avoir derrière. Je crois que des fois, avec pas grand-chose, je dirais que la PAC, c'est comme le poker. Vous avez les cartes, tout dépend ce que vous en faites. Voilà. Et donc, il y a un risque climatique majeur, et on ne peut pas le nier. Je veux dire, aujourd'hui, celui qui nie l'adversité climatique telle qu'on la vit aujourd'hui, mai-juin, on était sous l'eau. Juin, juillet, août, septembre, on a vécu canicule et sécheresse. Voilà. On a eu le double effet. On a eu du gel au printemps. Donc, il y a une vraie question à se poser là-dessus. Ensuite, vous êtes assuré vous-même? Je suis assuré. Je suis assuré parce que catastrophe naturelle, j'ai été assuré aléa climatique parce que même si dans mon secteur où la principale assurance c'est l'enrouleur, politiquement en tant que président de Fédé, je pense qu'il faudra qu'on y vienne et donc politiquement j'ai adhéré, même si à première vue sur mon secteur je me croyais protégé et qu'au bout du compte on s'aperçoit que même quand on est sur le secteur d'Outarville qui est un des secteurs, je vais dire entre guillemets, les moins défavorisés du Loiret, tout peut vous tomber sur le coin de la... Donc premier défi, les aléas climatiques. Deuxième défi pour l'agriculture. On a des aléas économiques. Donc il y a quelle place... La fluctuation des cours. Il y a la fluctuation des cours. Quand vous avez une cotation de céréales qui passe de 240, 250 à 110, 120 euros, comment vous faites pour gérer ça sur votre exploitation? Alors il y a certainement une part de l'Europe qui sera... Qui, pour résoudre ce problème, il y a aussi une part de fiscalité française. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui n'a plus lieu d'être. On a une fiscalité qui n'incite pas du tout à l'épargne de précaution. Et tous les pays qui ont ouvert les frontières, qui ont libéralisé l'agriculture, donnent accès à des épargnes de précaution. Alors, il nous reste moins de 2 minutes pour conclure cette émission. Cédric Benoît, j'ai envie de vous dire, vous avez des enfants, vous? Oui. Est-ce qu'ils pensent reprendre votre entreprise, votre exploitation? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui s'installe aujourd'hui dans l'agriculture? Alors je pense qu'il faut le faire par passion, parce que c'est quand même un métier où on a des contraintes, où on a des sacrifices. Maintenant, je lui dirais d'aller voir ailleurs quand même.
Voilà, d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire d'autres types d'agriculture ailleurs dans le monde? Oui, enfin, de ne pas s'installer trop tôt. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que malheureusement la durée du travail va s'allonger. Moi, je pense qu'il y a toute une génération quand même qui a eu une frustration, c'est que souvent on s'installait, on était familial à 16, 17 ans, et puis on s'installait, enfin c'est la génération. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'ouverture, et il faut que les jeunes aillent voir d'autres horizons.